Bonsoir, bienvenue pour une nouvelle enquête de Lundi Investigation. Top chrono, c'est parti pour les courses de Noël. Et si on a un petit conseil à vous donner ici à Lundi Investigation, c'est qu'il serait raisonnable de sortir lunettes et calculettes. Parce qu'en enquêtant sur le secteur des hypermarchés au niveau du caddie, ce que nous avons découvert est proprement incroyable. Alors promotion bidon, prix gonflé, bons de réduction détournés et plein de petites combines. Cette balade au pays des prix chocs, nous la terminons au rayon beauté. Cette marque de shampoing est l'une des plus vendues en France. Ce jour-là, nous avons le choix entre un flacon au prix de 11,92 € le litre ou un lot de 2 flacons à prix spécial. Très spécial même. Avec la promo, on passe à 16 € le litre, 35% plus cher. Nous avons enquêté dans 20 hypermarchés. À chaque fois, nous avons découvert en moyenne 3 ou 4 promotions bidons. Il faut que vous le sachiez, les hypermarchés, c'est l'un des secteurs les plus florissants de France. Un secteur très puissant, un chiffre, 15% du PIB, c'est-à-dire 15% de la richesse nationale est produite par ce secteur. Un autre chiffre incroyable, la plus petite chaîne d'hypermarchés pèse 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 15 milliards d'euros, un vrai mammouth. Et les mammouths, c'est connu, ça écrase. En 30 ans, près de 150 000 petits commerçants ont dû mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, ce sont les fournisseurs qui râlent, qui se plaignent d'avoir à payer de plus en plus cher pour pouvoir installer leurs produits dans les grandes surfaces. Au milieu, il y a vous, il y a nous, c'est-à-dire les consommateurs. Regardez les petites combines de la grande distribution, une enquête d'Olivier Journia, produite par Ligne de Mire. Été 2006 à Paris, dans le 15e arrondissement. Comme beaucoup de Parisiennes, Marie a pour habitude de faire ses courses ici, dans ce supermarché, à 2 pas de chez elle. Une bonne raison à cela, la livraison à domicile y est gratuite. Essuie-mains, yaourts, boissons, des fruits, des légumes, Marie remplit son caddie pour la semaine. Ce jour-là, c'est le gérant qui est à la caisse. Une caisse spéciale pour la livraison. Marie va débourser 125 €. Elle doit se faire livrer ses courses gratuitement dans la journée. Mais depuis quelques semaines, cette cliente a un petit doute sur le montant de ses tickets de caisse. Alors, elle a pris l'habitude de refaire l'addition. J'ai fait mon calcul et je m'aperçois que j'ai acheté 41 articles, on m'en facture 42. Sur mon ticket de caisse, j'ai payé 125 € et en réalité, j'aurais dû payer 115 €. Sur le ticket, un article de plus et 10 € de trop. Nous décidons de retourner dans le magasin pour demander une explication. Ça veut dire qu'il y a dû avoir un client qui a dû passer parce qu'il y a un article qui est passé en plus. Ah oui, d'un autre client et qui a été... Soit c'est un client précédent et j'ai dû faire un autre truc avant et revenir. Le gérant n'est pas très convaincant, mais il confirme bien qu'il y a eu un truc. Ce jour-là, il remboursera les 10 € facturés en trop. Il y a bien un truc, mais c'est un ancien employé du magasin qui a mis Marie sur la piste. Un employé qui visiblement s'était fait licencier la veille ou le jour même m'a pris à part dans la rue et m'a demandé si j'avais mon ticket et m'a mis en garde pour le prochain ticket. Il m'a dit pensez à faire le calcul, vous verrez, il rajoute toujours 10 € que vous ne verrez jamais mais qui sont calculés, qui vous sont facturés et ça fait des années que ça dure. Et là, moi j'ai décidé de le dire parce que ça c'est pas normal qu'ils vous fassent ça. Du coup, Marie aussi en a parlé à des connaissances du quartier. Comme elle, ils se font livrer par ce magasin et comme elle, ils regardent maintenant de plus près leurs tickets. À chaque livraison, il y a toujours la même erreur, un produit de trop et 10 € de plus. C'est là qu'on s'est aperçu effectivement que, sur par exemple cette facture-là, on a 33 articles, on en compte 32 sur les lignes. Et donc, il faudrait refaire le calcul exact, je ne l'ai pas noté, mais ça doit être aux alentours de 9 ou 10 €, comme les autres en fait. J'ai déjà 4 ou 5 familles là et je peux vous dire que tous les tickets ont 10 € de plus, environ 10 € de plus en transparent comme ça, qu'ils ont payé pour rien. Pour les habitants du quartier, plus de doute, la livraison gratuite affichée en grand par le magasin leur coûte très cher. On se retrouve à payer 10 € de plus pour une livraison qui est gratuite et qui est affichée comme gratuite. À raison d'une livraison par semaine
sur une année, on a perdu 400 €. Combien vous faites de livraisons par jour? Bon, ça dépend. Les grosses journées? À peu près une vingtaine, 30. Bon dimanche. À raison de 20 livraisons les bonnes journées, le magasin empoche, selon nos estimations, près de 20 000 € par an. Marie a alerté la répression des fraudes. Le dossier est aujourd'hui sur le bureau du procureur de la République. Un cas isolé, nous n'avons pas constaté ces pratiques dans d'autres magasins de cette enseigne. Des affiches pour attirer le client, des offres alléchantes qui donnent l'impression de faire des affaires, il n'en manque pas dans les grandes surfaces. On nous promet du gratuit à tous les rayons et même des prix chocs. De quoi donner le tournis aux consommateurs. Les gens vont s'intéresser au mot choc, ils vont regarder prix choc et à la limite on ne va pas regarder la différence avec un prix ordinaire, quoi. Nous nous rendons dans un hypermarché de la banlieue parisienne pour faire nos courses et voir ce qui se cache derrière ces prix chocs. Nous allons découvrir des promotions d'un genre un peu particulier. Exemple, ce pack de yogourts. 12 pots. Au prix normal, il est vendu 3,27 €. Juste à côté, le même pack, mais en promotion. On nous promet un pot gratuit. Le pack devrait donc être un peu moins cher, mais il est vendu 3,73 €. La promo est 25% plus chère. Petit tour au rayon gâteau. Un emballage attire notre regard. En achetant 3 paquets, on nous promet une réduction de 10%. Ces gâteaux en promotion reviennent à 9,32 € le kilo. Drôle de promotion, si on achète un seul paquet sans promo, le prix au kilo est seulement de 8 €. Le client croyait gagner 10%, il perd en fait plus de 16%. Retour au rayon frais. Les yogourts de l'enseigne de ce magasin, vendus en lot de 16, le prix 2,45 €. Juste au-dessus, le même lot, dont 2 gratuits. Vérification et surprise, 2,63 €. Le lot en promo coûte 18 centimes de plus. Nous demandons une explication à un responsable du magasin. 2,63 €, ouais, il est plus cher. Il va passer en promo au lundi ou mardi, mais il n'est pas encore descendu le son. Donc en fait, si moi je viens pas vous voir maintenant, jusqu'à lundi, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent donc de gratuit. Moi, comprenez, je peux pas tout vérifier non plus. Moi, si on me signale pas les erreurs comme ça, qu'il y arrive, je peux pas tout vérifier. C'est souvent quand même, hein. Vous êtes d'accord? Ça vous arrive vous, parce que vous faites très attention. Ouais. À moins d'être très vigilant, on ne fait pas que des bonnes affaires dans les hypermarchés. Cette balade au pays des prix chocs, nous la terminons au rayon beauté. Cette marque de shampoing est l'une des plus vendues en France. Ce jour-là, nous avons le choix entre un flacon au prix de 11,92 € le litre ou un lot de 2 flacons à prix spécial. Très spécial même. Avec la promo, on passe à 16 € le litre, 35% plus cher. Nous avons enquêté dans 20 hypermarchés. À chaque fois, nous avons découvert en moyenne 3 ou 4 promotions bidons. Des négligences? Peut-être. Mais nous allons voir que pour gagner un peu plus d'argent, certains magasins ont trouvé une petite combine. Tout le monde connaît ces bons de réduction. Chaque année en France, ils représentent 4 milliards d'euros sous forme de coupons ou de remises immédiates, offerts par les grandes marques. Tout le monde pense que ces réductions vont dans la poche du client. Ce n'est pas toujours le cas. Le responsable d'un magasin va nous révéler comment il détourne ses bons pour son propre compte. Dans son supermarché, les coupons sont directement imprimés lors du passage en caisse. Mais la plupart du temps, le responsable oublie de les remettre au client. Sa collection, il la garde jalousement dans son arrière-boutique. Il accepte de nous montrer sa combine. Ça, c'est une collection de globalement un mois. Vous avez sur de la purée mousseline, 50 centimes d'euros qui seront remboursés, 30 centimes ici sur de la tablette Milka. Tout ça, à un moment ou à un autre, est envoyé à un centre de traitement qui, effectivement, va nous rembourser sur la valeur faciale. Un ticket sur 10 est effectivement utilisé réellement par le client et donc 9 sur 10 sont payés et remboursés, je dirais, par l'industriel. 9 tickets sur 10 finiront dans la caisse de ce magasin.
notre commerçant n'a plus qu'à envoyer ses tickets à un centre de traitement, la Sogec. Elle rembourse chaque année 135 millions d'euros au supermarché, sans savoir ce qui reviendra effectivement aux consommateurs. Elle demande juste aux commerçants de s'engager sur l'honneur à ne pas tricher. La Sogec, en fait, vous dit qu'en tant que responsable de cette facturation, je certifie sur l'honneur que tous les coupons de réduction correspondants ont bien été remboursés aux consommateurs contre l'achat des produits concernés commercialisés dans notre magasin. Ça représente, sur une exploitation comme la mienne, une valeur à peu près de 500-600 euros par mois, récupérés comme ça. Sur une année, ça fait 7 000 euros. 7 000 euros par an pour un petit supermarché. Une escroquerie au regard de la loi. Les fournisseurs savent qu'une partie des cadeaux destinés aux clients est détournée. Nous nous en rendons compte dans cet hypermarché d'une enseigne nationale. Ce jour-là, nous croisons le commercial d'une marque de sucrètes. Il pose justement des bons de réduction sur ses produits. Mais une partie de ces cadeaux ira directement dans la main du commerçant. Les magasins, ils aiment bien recevoir des bonnes réductions. Ils les gardent pour eux, puis les remontent. Si ça se donnait en général dans la main comme ça, il y a de la marge. D'accord. C'est la société de donner ou pas donner. Ce principe des cadeaux détournés prend parfois une dimension industrielle. Régulièrement, les grandes marques offrent des promotions pour fidéliser leurs clients. Une des plus connues, c'est le lot. Un emballage spécial avec à l'intérieur une boîte gratuite, un flacon offert pour l'achat de 3, bref, la promesse d'une bonne affaire. Mais voilà, une partie importante de ces lots est détournée par le magasin et ne parvient jamais jusqu'au consommateur. Comment ? Un chef de rayon a bien voulu nous montrer l'opération. On appelle ça le délotage. Il suffit de retirer le produit gratuit pour le revendre au prix fort. Pour recharger rayon, donc, on délote. Et l'avantage du haricot vert, c'est que c'est deux produits standards. Donc 2 produits fond de rayon. Ça, c'est du bon délotage. Et par exemple, la ragonie, ça, c'est du moins bon délotage car on est obligé de vendre le produit avec la gratuité. Tandis que là, la gratuité étant sur le packaging et non sur le produit standard. Tu vois la gratuité sur le packaging ? Donc ça va à la poubelle. Ça va à la poubelle. Et par contre, le problème, le consommateur ne bénéficiera pas des 10% sur l'unité puisque les 10% il avait sur le lot. Alors que si les 10% avaient été sur le là, on était obligé de faire bénéficier au client l'offre de 10%. Sur une palette de 440 lots, on délote 30%. C'est 30% de clients qui ne bénéficieront pas de la promo, qui vont acheter le produit fond de rayon. Il aurait pu bénéficier de la promo s'il avait acheté un lot de 2. Enfin, c'est tout le système. Par exemple, le haricot vert Starfin, j'achète toujours à la palette un lot de 2 et je délote. Systématiquement, je délote. Les grandes marques sont-elles au courant ? Nous rencontrons Yves. Il a travaillé pour un fabricant de cosmétiques. Des lots, il en a souvent offert. Et le délotage, il connaît. Vous le saviez, vous Bien sûr qu'on le sait. Bien sûr qu'on sait. Des complices un peu. Ah oui, quand même. Nous, ce qu'on essaie, de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Ce qui est normal. Mais bon, on n'est pas tous les jours dans les magasins. On n'a pas forcément accès aux réserves. Donc, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et notre chef de rayon, lui, il en redemande. Mais c'est vrai que on a tendance à commander plus facilement du lot. Puisqu'on sait pertinemment qu'après, on va déloter. Ça nous coûte qu'un coup de cutter, c'est tout. Un coup de cutter, et c'est jusqu'à 30% de marchandises de gagner. La cerise sur le gâteau, c'est le fournisseur qui nous fournisse les cutters pour déloter. Le délotage a donné lieu à des bras de fer entre fournisseurs et distributeurs. Pour empêcher les grandes surfaces de déloter, les industriels pensaient avoir trouvé une parade. On a une solution. Là, on met un gen code pour le lot. Oui. Et le gratuit, on le gen code pas. Le gen code, c'est cette étiquette qui permet de passer en caisse. Mais là, ils sont pas contents quand on le gen code pas. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent pas le revendre. Mais notre chef de rayon a encore trouvé une astuce. Et alors, qu'est-ce que vous faites à ça ? Comme on a une machine qui crée les gen codes, qui fait gen code, et on crée le gen code. On prend le gen code du produit fond de rayon et on le colle dessus. Il y a peut-être des magasins qui ne délotent jamais. Enfin bon, je n'en connais pas beaucoup. Encore un cas isolé,
Nous posons la question à un patron de la grande distribution. Serge Papin est le PDG de Système U. 850 magasins, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour lui, le délotage n'est qu'une vieille ficelle du commerce. Pourquoi voudriez-vous qu'un commerçant ne soit pas un commerçant? Pourquoi voulez-vous lui empêcher d'optimiser un peu sa marge? Un commerçant s'y correspond. Mais c'est pas un voyou, je l'ai fait moi. On achète des lots, je vends mes lots. En promotion, je m'engage, je continue à vendre mes lots, mais quand les lots, je peux les couper par deux et les vendre individuellement, je nourris aussi mon linéaire fond de rayon, voilà. Les hypermarchés ont poussé la logique jusqu'à l'extrême. Selon cet ancien cadre d'une grande enseigne, des groupes exigeraient même qu'une partie des lots soit livrée délotés. On appelle ça des lots virtuels. C'est la centrale qui, en général, chez tous les distributeurs, négocie avec les fournisseurs des lots virtuels. C'est une remise qui est faite sur facture sur un lot qui n'est pas matérialisé par une étiquette ou par un emballage spécial. Économiquement, c'est plus intéressant pour tout le monde. Sauf pour le consommateur qui paye au tarif fort des produits qui devaient être en promotion. Le délotage n'est pas illégal, c'est juste une petite combine qui devait rester discrète. Le mythe de la vie moins chère dans les hyper en prend de nouveau un coup. Pourtant, depuis plus de 50 ans, les grandes surfaces nous promettent des bonnes affaires. Certaines se battraient même pour notre pouvoir d'achat. Un discours en trompe-l'œil pour les associations de consommateurs. Elles ont été les premières à révéler le dérapage des prix. Michel Hébran est responsable des enquêtes au journal Que Choisir, le magazine de l'Union fédérale des consommateurs. Ce jour-là, il se rend dans un hyper de la région parisienne. Alors là, je fais ce que font plusieurs centaines de enquêteurs bénévoles chaque année. Je m'apprête à faire un relevé de prix dans cette grande surface. Les grandes surfaces n'aiment pas tellement ces relevés de prix. Nous le suivons en caméra cachée. L'opération, pourtant légale, doit rester discrète. Et donc nous devons rester, et c'est une règle de base à l'UFC, toujours anonyme. Donc papier, crayon, petite feuille blanche, histoire d'échapper le plus possible aux caméras de vidéosurveillance. Et derrière, le listing très précis des produits que j'ai à relever. Si ça tombe entre les mains de l'enseigne, elle connaît les 220 références de notre panier, et donc elle peut tout à fait minorer les prix sur ces 220 et laisser les 17 ou 18 000 autres références complètement... Ces opérations de Que Choisir font trembler la grande distribution. Car en 2004, elles avaient révélé une explosion des prix dans les grandes surfaces. Là, si on fait le bilan, en 4 ans, les prix de notre panier de référence, un panier de produits de grande consommation, un caddie moyen hebdomadaire, a flambé, d'après nos calculs, de 12,2%. Donc là, il y a des hausses tout à fait justifiées et justifiables, qu'on est tout à fait apte à entendre. En revanche, il y a des rayons qui ont flambé jusqu'à 18% et plus, comme la cosmétique, alors qu'aucune raison technique ne le justifie. En quelques années, le caddie du consommateur a flambé. Et pourtant, nous allons voir que les grandes surfaces exigent toujours plus de ristournes à leurs fournisseurs, les fabricants des boîtes de conserve, de lessive et autres pots de yogourt. Un vrai système où pour vendre, les fournisseurs doivent d'abord payer. Pour le comprendre, rendez-vous dans la banlieue de Toulouse, sur le parking du plus grand Leclerc de France. Une cathédrale de la consommation. Chiffre d'affaires, 185 millions d'euros. Nous retrouvons Yves. Il va nous servir de guide. Pendant plus de 20 ans, il a vendu lessive et shampoing pour le compte du 3e fabricant mondial de cosmétiques. Ses clients, toutes les grandes enseignes. Mais pour avoir le droit de vendre ses shampoings dans un hypermarché, Yves doit signer un premier chèque. Il faut payer les budgets pour avoir le droit d'entrée. Combien ? Qui peuvent être conséquents, ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires d'un an, par exemple, même voire 2 ans. Mais il n'y a pas qu'un ticket d'entrée. Pour avoir le droit de rester, il faut encore payer. Et 2 ans après, on nous redemande effectivement des budgets pour rester dans le magasin. Là, nous n'avons pas cédé, donc on a été effectivement évincé du magasin pendant 1 an. Et après, on a repayé pour rentrer dans le magasin. Parce que c'est de la perte de chiffre d'affaires pour nous aussi. Une fois ces produits référencés, Yves doit encore financer la publicité du magasin. C'est quoi tout ça, Yves ? Ça, c'est les catalogues. Les catalogues, en fait, c'est les fournisseurs qui payent pour être insérés dans un catalogue.
C'est pas Leclerc qui paye son catalogue. Ah non, c'est pas Leclerc qui paye son catalogue. Le catalogue, il est financé par les industriels. Hein. Il y a les catalogues nationaux, il y a les catalogues régionaux. Donc tout ça, il faut que ça soit financé. Hein. Si l'industriel veut que ses produits soient bien exposés, comme dans les allées centrales, il doit encore faire un effort financier. Souvent, les allées centrales sont plus chères. Et pour quelle raison? Parce que c'est plus vendeur. Une allée centrale, on passe partout. Et c'est toujours facturé c'est toujours l'industriel qui paye, hein. C'est pas le magasin. Hein. Et même quand la société d'Yves lance un nouveau shampoing, elle doit encore passer à la caisse. C'est-à-dire que le magasin, il veut pas prendre de risques. Il dit, ouais, mais le produit, s'il se vend pas, moi, c'est pas la peine que je le mette dans le rayon. Donc, si vous voulez qu'il se vende, il faut me payer pour que je puisse le mettre en rayon. Et là, je prends pas de risque si effectivement le produit ne marche pas. Au total, les fournisseurs payent très cher. Yves a bien voulu nous montrer un document rare que peu d'industriels n'osent dévoiler. C'est l'addition de tout ce que lui réclamait une grande enseigne de la distribution pour vendre ses produits. Plus de 34% de son chiffre d'affaires y passe. En clair, quand Yves vendait pour 100 € de shampoing à cette grande surface, la grande surface lui demandait de reverser 34 €. C'est ce qu'on appelle la marge arrière. Ce n'est pas tout. S'il veut être payé dans un délai raisonnable de 30 jours, Yves doit encore payer. Nous avons racheté nos délais de paiement. Donc en fait, de 90 jours, on est passé à 30 jours. Et les 60 jours, on les a rachetés. Rachetés à qui? Au distributeur. Pour qu'il paye à 30 jours. Donc ça coûte cher, ça? Ça coûte un peu, oui. Ça coûte entre 1 et 1,5%. Encore 1 à 1,5% de ristourne. Entre 1998 et 2004, les marges arrière ont augmenté de 80%. Et les fournisseurs n'ont pas d'autre choix que de payer l'hypermarché. Il a toutes les manettes, hein. Puisque au bout du bout, si tu ne travailles pas avec lui, tu n'es pas dans le magasin, tu ne peux pas accéder aux consommateurs. Malgré ces tensions commerciales, industriels et distributeurs s'efforcent de montrer l'image d'une bonne entente. Mai 2006, à Paris, à 2 pas de la plus belle avenue du monde. Réception au pavillon Gabriel. Alain Rouleau est un peu tendu. C'est lui l'organisateur de la réunion. Il attend des personnalités. Il préside une fédération de PME qui travaille essentiellement avec la grande distribution. On dit que c'est très difficile de travailler avec la grande distribution. C'est vrai que c'est... Oui, c'est très difficile. D'abord parce que, si vous voulez, elle est très concentrée, donc elle a une puissance d'achat tout à fait considérable. Donc il vaut mieux discuter avec eux, essayer, si vous voulez, de capter leur stratégie, d'adapter notre stratégie à leur stratégie et essayer d'être le plus compétitif possible. Premier invité de marque, Serge Papin, patron de Système U, puissance d'achat 15 milliards d'euros. Ce qui se passe ce soir. C'est très important parce que ça rassemble les PME. Moi, je suis président de Système U, j'ai recevoir un prix. Ah bon? Donc, c'est génial, ça. Voilà. Ce soir, comme chaque année, les grands distributeurs vont recevoir des prix pour leur partenariat avec les PME. Bonjour, Monsieur le Président. Ça va? Bah oui, et vous? Très bien, merci d'être venu. Le ministre du Commerce et des PME, Renaud Dutreil, a fait le déplacement. Bon, vous avez 800 entreprises. Hein? Formidable. Dans la salle, 800 patrons de ces petites entreprises qui fournissent les rayons des hypermarchés. À côté d'eux, les dirigeants de la grande distribution. T'accès à des trucs en direct. Renaud Dutreil va pouvoir faire passer le message du jour, l'entente cordiale entre fournisseurs et distributeurs. Nous avons contribué au cours des débats politiques de ces derniers mois à essayer de casser une idée fausse, une idée reçue, une idée à la française selon laquelle la grande distribution, le distributeur, le commerçant serait l'ennemi héréditaire du producteur. Je regardais d'ailleurs une étude, les PME se disent à 82% satisfaites de leur relation avec les enseignes et reconnaissent à leurs acheteurs disponibilité, écoute, respect, professionnalisme, confiance, un monde idéal. Et pour casser les vieux clichés, rien ne vaut une belle photo de famille. Alain, tu peux venir pour faire voir que les gros distributeurs sont pas des tueurs de PME. Nous, on est des PME. Hein. Et vous êtes à la frontalière Carrefour. Et je vous assure que la grande distribution, c'est grâce à eux si on existe. Non, c'est très bien. Vous avez là un témoignage, en fait, vraiment du ressenti des PME tel qu'on le voit. Dans les coulisses du cocktail, l'euphorie a laissé place au commerce. On se presse auprès de ces grands patrons. Ils pèsent des milliards d'euros
Et c'est dans leur magasin que ces petits entrepreneurs espèrent tous pouvoir vendre leurs produits. Ils sont bons tes produits? Ah oui, c'est super. Évidemment qu'ils sont bons. Qu'est-ce que c'est bon? Je veux juste vous présenter mon frère qui a été nominé, qui est entrepreneur. Michel-Édouard Leclerc repartira avec une trentaine de cartes de visite. Ce chef de PME, lui, cherche le patron de Système U. Il veut comprendre pourquoi l'enseigne ne veut pas vendre ses produits. Un peu de patience, le patron de Système U n'est pas loin. Il tente sa chance. Pas de souci, pas de souci. J'ai envie de travailler avec vous. Mais oui, j'ai regardé ça. Ok, au revoir. On se verra, on discutera tranquillement et on prendra. Non, mais il n'y a pas de plus. Mais non, faut pas. Non, mais non. Serge Papin n'en a pas fini. Il doit maintenant écouter les doléances d'un groupe de fournisseurs. La caméra dérange un peu. On a enregistré là. Attention. Bon alors tout va bien. Officiellement donc, tout va bien. Surtout pour la grande distribution. 6 enseignes qui se partagent 90% du marché français des produits de grande consommation. Leclerc, Système U, Carrefour, Intermarché, Casino et Auchan. Et ces groupes hyperpuissants se développent aussi à l'international. La plupart des sièges de leurs filiales européennes se trouvent en Suisse. C'est le cas notamment d'Intermarché. 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le groupe a ouvert une filiale à Genève. Pourquoi vous êtes tous en Suisse alors? Parce que c'est neutre. Donc à partir du moment où on est plusieurs pays, il faut un terrain neutre. Et votre centrale d'achat européenne, elle est basée où? En Suisse. Non, mais c'est les Suisses allemands qui l'ont initié. Effectivement, elle est de droit suisse, allemand. Non, mais attendez, c'est une association. Putain, on n'a pas commencé en plus. C'est une association. Attendez, ils vont nous dire qu'on se barre avec des valises. Ça y est, voilà. Voilà, ça c'est journaliste de Canal+. Ils nous voient déjà avec des valises. Et le côté paradis fiscal, ou en tout cas imposition, est important, j'imagine. C'est peu dans le chiffre d'affaires, c'est ça? Ouais, c'est que dalle. Bon, oui, il y a un peu d'avantage fiscal, mais c'est pas la raison. Enfin, ça passe pas très très lourd. Ouais. S'installer en Suisse, ça n'a rien d'illégal. Mais ce sont quand même des millions d'euros qui échappent aux impôts français. Dans la grande distribution, il n'y a pas de petites économies, notamment sur les frais de personnel. Ces employés que vous croisez régulièrement dans les rayons ne sont en fait pas toujours payés par le magasin. Exemple, cette jeune femme qui vend des pâtisseries orientales. C'est le fabricant qui la paye. En échange, elle fait la promo des produits, elle les fait déguster. Cette pratique est tout à fait légale, car en l'occurrence, l'employé assure effectivement un service commercial aux fournisseurs. Mais ce n'est pas toujours le cas. Jusqu'à l'année dernière, Alain Schmitz était conseiller en vin le week-end dans un hypermarché. Il nous emmène en région parisienne, dans le magasin où il a travaillé pendant 9 ans. Une journée par mois, il était rémunéré par un viticulteur bordelais pour assurer la promotion de ses bouteilles et les faire déguster. Mais en fait, il n'assurait pas ce service. Justement, voilà la société de Bordeaux Rosé que je facturais une journée par mois. Et tu animais réellement leur vin? Non. En fait, ce jour-là, Alain Schmitz ne travaillait pas pour ce Bordeaux. Un responsable du magasin lui demandait de travailler pour l'ensemble du rayon vin. Le viticulteur rémunérait sans le savoir le conseiller en vin de tout l'hypermarché. Il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où j'étais dans ce rayon-là, je m'occupais de tous les vins, en commençant par le Montcadet et en allant jusqu'au Grand Vin, pas très loin. Et cerise sur le gâteau, Alain Schmitz a parfois même été payé par des fournisseurs qui n'avaient rien à voir avec le vin. Voilà, là on est dans le rayon Madeleine. Alors là, j'ai effectué une facturation pour animer ces produits. Animation qui n'a pas été effective, qui n'a pas été faite, puisque en lieu et place, j'étais toujours dans mon rayon, qui se trouve là-bas et qui est le rayon vin, alcool, champagne. Des fournisseurs de gâteaux qui payent pour le rayon vin, ce document en témoigne. Ce jour-là, Alain Schmitz était rémunéré par un fabricant de bonbons. L'objet de la facture est pourtant clair, conseil en vin. Nous avons contacté cette société.
Le nouveau gérant est surpris. Sur la facture, oui, ce qui a marqué, c'est animation vin. Qui nous aurait facturé à nous, qui n'avons rien à voir avec le vin. Je sais pas quoi vous dire. Non. Et vous êtes surpris ou pas? Oui, relativement. On pourrait vous interviewer par rapport à ça ou pas? C'est des sujets délicats là, ce que vous me dites. En plus, nos clients étant de la grande distribution, s'il vous plaît, ne nous faites pas du mal. Le fournisseur, lui, avait pour obligation, parce qu'il ne pouvait faire autrement, d'accepter les conditions du chef de rayon. Je n'ai à aucun moment un fournisseur est venu me voir en me disant bon ben là on va faire ceci, on va faire cela. J'avais pratiquement aucun contact avec ces fournisseurs. Le magasin n'a pas souhaité nous répondre. Le dossier d'Alain Schmitz est sur le bureau du procureur de la République. La grande distribution a fait travailler des centaines de personnes sans les payer. Nous nous rendons à Perpignan, dans le sud de la France. C'est ici que vit Bruna. Elle est devenue, malgré elle, le symbole de ces travailleurs dissimulés. Pendant 18 ans, Bruna s'est rendue chaque matin au carrefour de Cléra, dans les environs de Perpignan. 18 ans, jusqu'à l'arrivée d'un inspecteur du travail. Le chef de rayon est venu me chercher en salle de pause. Et il m'a demandé de partir, de prendre mes affaires et de partir. Il ne fallait pas que l'inspecteur du travail, s'il se promène dans le magasin, me voie, puisque je n'avais pas la tenue Carrefour et je m'étais en rayon. Une vraie fausse employée Carrefour. Si Bruna faisait partie des murs pendant 18 ans, ses heures de travail ont été entièrement payées par des fournisseurs, jusqu'à 2000 heures par an, pour faire le même travail qu'un salarié du magasin. Elle travaillait exactement comme un salarié Carrefour. Elle mettait en rayon non seulement les produits pour lesquels elle était soi-disant rémunérée, mais l'ensemble des rayons, l'ensemble du rayon plutôt, avec les produits Carrefour, les premiers prix qui eux sont vraiment des produits propres à Carrefour, mais les produits des concurrents. Elle travaillait exactement comme une salariée de Carrefour, mais ces centaines de contrats avec des sociétés extérieures ont privé Bruna des avantages sociaux des vrais employés Carrefour. Jusqu'à 45% de salaire de moins, sans prestations sociales, sans aucun avantage qu'avait le personnel de Carrefour. Puis même au niveau de la retraite, l'intéressement, la participation, tout ça pour moi c'est perdu. J'en ai conscience, c'est perdu. Mai dernier, devant le tribunal correctionnel de Perpignan. Un grand jour pour Bruna. La justice doit dire si elle travaillait effectivement pour les fournisseurs qui la payaient ou si elle était une employée déguisée de Carrefour. L'enquête a vite blanchi les fournisseurs. Pour l'avocat de Bruna, ils étaient victimes d'un système. En ce qui concerne les fournisseurs et les sociétés, ça a été l'avis du parquet, mais qui était suivi après par le juge d'instruction. C'était qu'en réalité, dans ce système institutionnalisé qui servait les intérêts du groupe Carrefour, on va parler en général du groupe Carrefour, eh bien, elles étaient dans une position où elles ne pouvaient qu'accepter les conditions et l'existence de cette infraction. Du coup, le groupe Carrefour se retrouve seul sur le banc des accusés. L'enjeu est important. Le premier distributeur français a déjà été condamné pour une affaire semblable à Chambéry. La justice a convoqué l'ancien PDG de Carrefour France, Noël Priou, mais aussi l'ancien patron du magasin de Perpignan, Dominique Sabadell. Ils sont venus au tribunal accompagnés d'un garde du corps. Avant l'audience et sous le contrôle des attachés de presse, l'avocat de Carrefour s'étonne de ce procès. Je relève, et cela a été dit au cours des débats, que l'inspection du travail, pendant 17 ans, n'a strictement rien dit. Alors si c'était aussi évident, monsieur, ça se saurait. L'audience sera sévère pour Carrefour. Le tribunal reconnaîtra un système mis en place au niveau national pour faire payer les fournisseurs. Un expert a chiffré le bénéfice pour le seul magasin de Perpignan, plus de 100 000 € par an. En juin dernier, le tribunal a reconnu Carrefour coupable de délit de prêt illicite de main-d'œuvre. Bruna devrait toucher un peu plus de 50 000 € de dommages et intérêts. Monsieur Sabadell, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à une question? L'ancien patron de l'hypermarché de Perpignan ne souhaite pas s'exprimer. Carrefour n'a pas voulu répondre à nos questions. Le groupe a fait appel du jugement. À l'audience, l'ancien PDG de Carrefour France a affirmé que ce système n'existait plus dans le groupe. Quelques mois plus tard, nous sommes allés vérifier si ces pratiques avaient effectivement disparu. Notre journaliste s'est fait embaucher comme intérimaire dans un carrefour du nord de la France. Il est payé par un fabricant, Procter & Gamble. Un contrat de 3 heures,
pour mettre en rayon les produits de cette marque avant l'ouverture du magasin. Le chef de rayon est un peu débordé. Vous savez qu'on était un petit peu dans la misère, regarde, parce qu'il nous manque du monde, il nous manque du personnel. Vous mettez ça d'abord? Vous en avez là, du Pampers, vous avez des boîtes là. Notre mission, mettre en rayon cette palette de couches pour bébés. Les palettes, elles sont un peu mélangées. Hein. Les Carrefour, on les met, les Ecopack. Si vous pouvez les mettre, oui. En fait, sur cette palette, il y a toutes les marques du rayon. Du Procter & Gamble et sa marque Pampers, bien sûr, c'est lui qui nous emploie. Mais pas seulement. Nous passerons la moitié du temps à mettre en place d'autres marques, y compris le concurrent de notre employeur, mais aussi la marque du magasin. Même chose pour notre voisine, qui travaille au rayon hygiène bébé. Ce matin, elle n'aura pas touché beaucoup de produits du fournisseur qui la paye. Au total, une marque a payé pour le réapprovisionnement du rayon. Nous faisons un dernier test, 2 jours cette fois-ci. Direction le rayon fromage. Cet employé en blouse blanche n'est pas payé par Carrefour. Bonjour. Je vais vous prendre un petit peu de fromage. Oui. Je vais prendre des chèvres. Vous êtes animatrice, vous, ici? Oui. D'accord, et vous animez quoi comme fromage? Le comté. Vous animez du comté, oui. Qui en fait vous retrouvez à vendre tout le rayon, quoi. Ouais, mais bon, ça change pas grand-chose. Hein. Ouais, non, bien sûr. C'est une pratique courante, non? Enfin, il faut dans tous les magasins. Ouais. Mais on le fait goûter, le comté. Quand même? Vous l'animez quand même, le comté? Bah alors, sûrement. Sauf que vous vendez aussi du fromage Carrefour. Au total, des milliers d'heures de travail sont ainsi offertes aux grandes surfaces. Et pourtant, très peu de fournisseurs se rebiffent. Un constat que regrette la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Tout le monde sait qu'il y a des abus qui existent ou qui demeurent. Nous constatons qu'il est très difficile pour nous d'obtenir la possibilité que les entreprises concernées, les fournisseurs concernés nous accompagnent. Donc on n'est même plus dans la situation où ils devraient prendre l'initiative, mais simplement qu'ils appuient l'action de l'État et la demande de sanctions et de réparation. Non seulement les fournisseurs n'osent pas dénoncer les pratiques dont ils sont victimes, mais parfois ils viennent même à la rescousse des grandes surfaces. Parfois, vous savez, il nous est arrivé dans certaines audiences qui restent isolées, et je souhaite qu'elles restent isolées, de voir même un fournisseur venir démentir des pratiques dont nous pensions, puisque le juge ensuite est naturellement souverain, mais dont nous pensions qu'elles étaient avérées. À l'Assemblée nationale, un député essaie de briser cette loi du silence. Le quotidien des fournisseurs, Jean-Paul Charrier le connaît bien. Depuis des années, il reçoit des appels parfois désespérés de chefs d'entreprise. Ce jour-là, justement, un fabricant de biscuits l'appelle à l'aide. Une grande enseigne lui réclame sans vrai motif plus de 100 000 € de ristourne. Nous demandons à le rencontrer. Je voulais savoir si vous étiez un chef d'entreprise qui pourrait accepter, sous certaines conditions d'anonymat, leur parler de votre expérience vécue. Mais il n'enregistre pas la voix du fournisseur. Ah oui, vous croyez que votre voix va être reconnue? Oui, à mon avis, je ne vais pas passer inaperçu. C'est 15-20% du chiffre d'affaires qui risque du jour au lendemain de disparaître, uniquement parce que le chef d'entreprise n'a pas voulu donner 150 000 € pour le bon vouloir de la grande distribution. L'intervention du député n'y fera rien. Ce chef d'entreprise ne souhaitera pas nous rencontrer. À la condition de rester anonyme, un autre fournisseur a bien voulu nous raconter les méthodes d'un grand distributeur. Une enseigne qui lui réclamait toujours plus d'argent sous couvert de promotion commerciale. Pendant 5 ans, ce chef d'entreprise a payé jusqu'au jour où... Un mois de novembre, un soir, 18 h, vous recevez un mail et on vous dit voilà, c'est 65 000 €. Et là, ce jour-là, pourquoi ce jour-là? Ce jour-là, vous craquez. Vous craquez pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus accepter d'être inquiété. Une goutte qui a fait déborder le vase. Tout avait pourtant si bien commencé avec cette grande enseigne. Une histoire exemplaire. Au départ, c'est une très belle histoire. On investit, on y croit, on construit, on met tout en place pour faire un partenariat sur le long terme.
où là, le chiffre d'affaires commence à progresser, jusqu'à devenir un client, j'allais dire, important, jusqu'à 37-38% de mon chiffre d'affaires. Tout à fait. Des relations qui deviennent presque amicales. Et puis un jour, comme vous convoque, et on vous dit fermement, on a besoin d'argent. Ils savent que vous devenez un peu dépendant. Et là, ils vous invoquent la publicité, comme quoi vous êtes le plus gros fournisseur, plus d'autres choses qui viennent se greffer à ça. C'est-à-dire qu'on vous demande des produits gratuits sur des opérations, on vous demande des participations pour certains salons ou pour certaines manifestations. Mais tout est détourné, tout est maquillé. Et puis la première année, ben oui, vous payez. Parce que vous êtes obligé de payer. On ne vous donne pas le choix. Parce qu'il a refusé de payer, la chaîne de magasins a cessé toute relation avec cet entrepreneur. Il va devoir licencier. Il y a une telle pression des grands acheteurs sur le dos de nos fournisseurs que les fournisseurs sont obligés de réduire au maximum leurs charges et notamment leurs charges de personnel. Et que vous avez aujourd'hui énormément d'entreprises qui soit sont obligées de délocaliser compte tenu de la pression qui est faite, soit de réduire les effectifs. Un patron qui a délocalisé et réduit ses effectifs. Nous en avons rencontré un, Alain Rouleau. C'est lui qui préside cette fédération de PME qui travaille pour les grandes surfaces. Il dirige une entreprise de textile, des sous-vêtements, qu'il vend dans les hypermarchés. Nous le retrouvons ce jour-là aux côtés du ministre Renaud Dutreil. Pour Alain Rouleau, la pression des grandes enseignes a un côté positif. On est plus souple, mais finalement, ça nous oblige à faire parfaitement notre métier, c'est-à-dire moins de frais généraux, plus de souplesse. Plus de souplesse ? Nous lui demandons ce que cela signifie pour son entreprise. Vous me posez une question précise. Dans mon entreprise, j'ai voulu rester à la fois en France et dans les pays européens. Voilà, donc quelque part, j'ai maintenu l'emploi en France et créé... Enfin, maintenu l'emploi en France, c'est faux. J'ai baissé l'emploi en France, mais j'ai augmenté le nombre de mes salariés dans l'espace européen. L'espace européen comprenait la Roumanie, où la main-d'œuvre est 10 fois moins chère. 150 salariés de son entreprise ont été licenciés en France. Reste une question. Les clients ont-ils au moins tiré profit de ce bras de fer entre fournisseurs et distributeurs? Les prix ont-ils baissé? En fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Explication au Conseil de la concurrence. Thierry Dahan, le rapporteur général, explique comment la pression sur les fournisseurs a fait flamber les étiquettes. Chaque fois que la grande distribution obtient, soutire, si je puis dire, dans la négociation commerciale, des avantages des producteurs, à chaque fois, les producteurs, leur seule réponse est d'augmenter leur prix de gros pour retrouver leur marge. Et comme ce prix de gros est un prix plancher en dessous duquel on ne peut pas vendre, eh bien, ça a eu un effet inflationniste. Donc, qui paye au final, là? Et alors, c'est le consommateur qui paye au final. En quelques années, les grandes enseignes du commerce ont engrangé des profits pharaoniques. Elles ont bâti des empires et des fortunes personnelles. La grande distribution est devenue un hyper-pouvoir, une puissance capable aujourd'hui d'imposer ses règles à tout le commerce et d'éliminer les concurrents. C'est déjà le cas dans le domaine de la hi-fi et de la vidéo. Nous allons à Grenoble, dans les Alpes. C'est ici, dans le vieux centre-ville, que Joseph Pernaut avait ouvert un petit magasin de hi-fi il y a 9 ans. Une petite boutique avec une idée toute simple, casser les prix. Il s'est très vite aperçu qu'il dérangeait un système. Dès que j'ai fait paraître une publicité dans la presse où j'ai mis mes tarifs, eh ben la foudre s'est abattue sur moi. Les premiers à monter au créneau, c'étaient les fabricants. Le représentant d'une grande marque débarque même dans son magasin. Mon directeur régional a débarqué en disant bah non, ça va pas du tout, vous pouvez pas casser les prix, ça casse tout le marché. Il fallait faire comme tout le monde, avoir des prix conseillés, les prix qui sont ceux du marché. Joseph Pernaut comprend qu'il dérange une entente sur les prix. Pour la dénoncer devant le Conseil de la concurrence, il va même jusqu'à enregistrer ses conversations avec les fabricants. Le ton est menaçant. Sont à moins 25% chez vous. Ça, j'en veux pas. Et à ce moment-là, nous, on fera ce qu'il faut pour vous rendre la vie désagréable. À partir du moment où vous n'allez pas travailler comme tout le monde, je ne veux pas l'entendre. On est ouvert à tout, mais à condition que ça se passe comme on veut. Les fournisseurs communiquent les prix auxquels il faut vendre, qui sont des prix apportant des marges de 25, 30, 35, voire 40% sur certains produits. Des prix élevés qui garantissent des marges importantes aux commerçants,
Du coup, les grandes enseignes spécialisées auraient tout fait pour éliminer ce petit concurrent qui voulait casser les prix. Certains fournisseurs m'ont carrément dit bon, bah, c'est l'enseigne Intel qui nous a appelés pour dire qu'il fallait que ça cesse. Joseph Pernaut a porté l'affaire devant le Conseil de la concurrence. Les fabricants ont été condamnés l'année dernière à de grosses amendes, entre autres pour une entente sur les prix. Ils ont fait appel. Aujourd'hui, Joseph Pernaut nous invite à un petit relevé de prix dans 2 magasins concurrents à Paris. Il veut nous montrer que les mêmes pratiques continuent. Direction rayon des écrans plats. Nous prenons des références au hasard. La démonstration est vite concluante. Chez les 2 concurrents, ce téléviseur est exactement au même prix, 2 790 €. Sur un écran plat d'une autre marque, même résultat. 1 138 €, quelle que soit l'enseigne. Le constat, c'est que ce que j'ai dénoncé il y a 8 ans est toujours d'actualité. C'est le même prix à l'euro près, exactement la même chose. Dans un rapport, le Conseil de la concurrence avait conclu que 80% des produits de ce secteur étaient au même prix, quelle que soit l'enseigne. La question n'est pas que tout le monde ait le même prix, c'est qu'est-ce que le prix d'arrivée est un prix de rente ou un prix vraiment compétitif. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est que le prix ne soit pas égal parce que c'est le seul prix économiquement rationnel, mais c'est un prix qui a été calculé, construit par les gens pour qu'il ne soit pas trop bas et qu'il leur préserve une rente suffisante. Pour les consommateurs, avec cette entente sur les prix, difficile de trouver moins cher ailleurs. Le mécanisme bien connu du « si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence » est en réalité un attrape-nigaud. Il est destiné à faire le travail de police des prix par le consommateur lui-même, qui d'une certaine manière se tire une balle dans le pied, si je puis dire, puisqu'il va prévenir l'entente, en quelque sorte, que quelqu'un fait des promotions et il va désigner en quelque sorte l'endroit où il faut exercer les représailles. Et pour brouiller définitivement les pistes, fabricants et distributeurs ont trouvé une parade. Le même produit a des noms différents selon le magasin qui le vend. Difficile alors de comparer les prix. Le vendeur d'un grand magasin de hi-fi nous confirme la combine. Pour avoir des faits concurrence, il va s'appeler, notamment chez Samsung, il va s'appeler R74, chez lui il va s'appeler R73. Donc vous ne pouvez pas dire j'ai vu un produit moins cher parce que c'est pas la même référence, même si le produit est le même. En quelques années, certaines enseignes de la grande distribution ont développé de véritables rentes de situation. Exactement ce qu'elles dénonçaient il y a 50 ans en montrant du doigt à l'époque le petit commerce. Comble de l'histoire, des grands groupes contrôlent aujourd'hui des centaines de ces commerces de proximité. Et ils arrivent à leur imposer des prix plutôt élevés. C'est le cas de Carrefour, avec sa franchise des magasins Shopee. Nous sommes à quelques kilomètres de Poitiers, dans l'un des 600 magasins Shopee installés en France. Édouard Gross est le gérant de ce petit supermarché. Salut Jean. Salut Édouard, ça va ? Aujourd'hui, il reçoit Jean, un autre gérant Shopee de la région. En s'associant au groupe Carrefour, le 2e groupe mondial, les 2 hommes pensaient faire une affaire. Le contrat qu'ils ont signé est alléchant. La société Carrefour a mis en place des moyens logistiques et commerciaux afin d'offrir aux clients, c'est-à-dire nous, des conditions tarifaires compétitives, un service performant. En toute bonne foi, on peut imaginer que les acheteurs Carrefour sont performants, percutants, et donc à partir du moment où on nous dit vous allez bénéficier de cette structure d'achat, que nos prix vont être également performants et percutants. Pour alimenter leurs rayons, Édouard et Jean doivent acheter une grande partie de leurs marchandises aux entrepôts Carrefour. Mais ils estiment que les prix proposés par le géant français sont loin d'être compétitifs. Pour nous le montrer, Édouard nous emmène dans l'hyper le plus proche, un concurrent de Carrefour. Ici, les produits vendus aux clients sont souvent moins chers que ceux qu'il obtient à la centrale d'achat de Carrefour. Donc la rayette Bordeaux Chanel qui est ici, vous voyez, à 2,77 €. Moi, aujourd'hui, ce même produit, exactement le même produit, je vais l'acheter 3,11 €. Dans cet hypermarché, le prix de cette charcuterie est 18% moins cher que celui qu'obtient Édouard auprès de Carrefour. Je pourrais pratiquement aujourd'hui, sur certains produits, venir acheter les produits ici et aller les revendre en fait au magasin. Retour dans son magasin. Ces fruits et légumes, Édouard ne les achète pas aux entrepôts Carrefour, mais à un grossiste. Un grossiste beaucoup moins cher.
Donc sur de la tomate grappe comme celle-ci, hein, donc sur cette semaine-ci, par exemple, ma centrale me propose le même produit, à 1,60 € à l'achat, alors qu'un fournisseur lambda, on va dire, me la propose à 1,30 €. Je me retrouve avec des écarts de 10, 15, 20% selon les produits. Je pense que les acheteurs, fruits et légumes, par exemple, sur la plateforme, sont ou bien de très mauvais acheteurs, ou alors il y a de la marge qui reste en amont. Carrefour n'a pas souhaité commenter sa politique commerciale. Mais selon cet ancien cadre, le deuxième groupe mondial s'assure avec ses magasins de proximité une marge confortable. Carrefour a découvert effectivement ce format fantastique effet de levier, c'est-à-dire qu'avec très peu de moyens investis, une force de vente et des entrepôts, on pouvait gagner beaucoup d'argent avec un parc de 800 8 à 8, 600 Shopee. Après avoir dénoncé il y a 50 ans les prix prohibitifs des petits commerçants, le premier groupe français en a découvert tout l'intérêt. La grande distribution contrôle aujourd'hui plus de 7000 commerces de proximité. La grande distribution s'est imposée en France comme nulle part ailleurs en Europe. En 2005, leurs enseignes ont ouvert 3 millions de mètres carrés de surface, un record depuis 1973. Nous terminons ce voyage dans les coulisses de la grande distribution en région parisienne. Ce jour-là, on inaugure un nouveau centre commercial. Le magasin a refusé la présence de notre caméra. Nous avons filmé discrètement. Qu'y avait-il donc à cacher? Sans doute pas le discours enthousiaste de cet élu. Eh bien, je voudrais te dire bravo. On est véritablement ici, dans un lieu de vie. Les gens qui vont venir ici, je peux vous le dire, viendront certes pour s'approvisionner, mais viendront aussi pour passer un bon moment. Et les enfants de ces familles pourront profiter d'un espace qui a été conçu pour pouvoir vivre ici en bonne harmonie avec l'ensemble du secteur. En 50 ans, la grande distribution a gagné son pari. Après s'être imposée entre les fournisseurs et les clients, elle nous prépare des lieux de vie. Elle dessine aujourd'hui notre avenir. Dans ses cartons, elle a prévu des villes nouvelles, entièrement conçues autour du centre commercial. La grande distribution s'apprête à bâtir des villes dont les citoyens seront d'abord des consommateurs. La semaine prochaine, enquête absolument inédite en télévision. On vous emmène dans un angle mort de la démocratie, là où les lobbies pèsent sur la politique. Voilà, j'ai fait parfois la promo du Premier ministre dans le cadre de stratégies d'influence. Par exemple, le Premier ministre a présenté sa stratégie rurale dans un journal qui s'appelle Le Chasseur français. Ça s'était jamais fait. Mais ces responsables de la com étaient tous contre. Voilà, bonne semaine sur Canal. On se retrouve la semaine prochaine en seconde partie de soirée. Bah voilà, il a tout dit. Bonne semaine, ciao. Bonsoir.